S'il vous plaît, donc on va reprendre avec la deuxième table ronde. Donc après ce panorama sur la réutilisation des eaux usées traitées, dont on peut retenir que c'est une ressource qui est aujourd'hui tout à fait sûre et maîtrisée techniquement, et donc on peut la mettre en œuvre. Malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre en œuvre sans coût. Puisqu'effectivement, comme l'a expliqué très clairement Madame Jiménez, la réutilisation des eaux usées traitées, ça a un coût. Et ça doit donc être pris dans un système global. C'est-à-dire que cette ressource doit être intégrée au système général d'accès à l'eau, on va dire. Et donc nous avons 3 intervenants qui sont 3 exemples différents, c'est-à-dire 3 niveaux d'organisation différents. Un premier niveau au niveau de l'État, avec le docteur Katz qui va nous présenter donc le cas d'Israël. Ensuite, avec Philippe Rouget, qui est l'homme de Veolia, qui a développé Veolia en Espagne et en Amérique latine. Mais il va nous parler un petit peu plus de l'exemple de l'agglomération de Barcelone, c'est-à-dire comment ça se passe à Barcelone, ville qui a, dans son histoire, manqué d'eau, à tel point qu'il est arrivé que Marseille donne de l'eau à Barcelone. Et enfin, dernier point, on aura à distance monsieur Karim Saoud, qui est le vice-président eau et énergie du groupe OCP au Maroc, et qui donc nous donnera un exemple comment un industriel a contribué à la réutilisation des eaux usées traitées dans un temps et des délais absolument records. Donc il interviendra en dernier. Je vais laisser la parole au docteur Katz qui va nous présenter donc en anglais, donc prenez vos casques. Merci à lui d'être venu d'Israël pour nous présenter le cas israélien. Et donc je lui laisse la parole. Vous avez une présentation avec des slides, vous intervenez d'où vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre... Ah ben non, Bonjour, I am honored to invited to this this meeting. I'm Chaim Katz, of the Water Quality Monitoring and Control in the Israel Water Authority, and I'm going to talk about reclaimed water reuse in Israel at the state level. And the 2 days I spent here, I learned that I think that we have a lot of in common. The first one, maybe the first I will talk about, we don't speak very good English, so I have a very basic and unfluent English. I think that you, all of you, can understand what I will speak. The second one, we have a long history, yours, Corsican and in Israel. A lot of things that I saw in a wonderful tour yesterday, that you had, like Israel, a lot of water problem, and you resolved them. If you have a big issue, big problem, strong need, you are resolving it, and I'm optimistic for you and for us too. So, a few words about Israel. Maybe I'll see it. We have in Israel, we situated at the edge of the desert, as you see. We have about 400 millimeters of precipitation annually, but it's vary from above 10,000 millimeters at the Hermon Mountain in the north of the country, and down to 50 millimeters of rain down in the coast of the Red Sea in the south. And we have annual rain is highly variable between the years. Short visit card, we have 9.7 million people and growing fast. We live on about 22,000 square kilometers, above 2,000 square kilometers of irrigated fields, and over 10,000 large industrial plants. You can see that we supply annually about 2.6 billion cubic meters of water, with an annual financial volume of $2.5 billion.
maybe from what I heard up to now, that's the main issue with the regulation and the management. The one authority that have the one board that have authority in Israel to decision almost all the decision in the water sector at the state level is the water board. It's not a professional board. The chairman is a water authority, the head of the water authority, and there is ministries of the finance, environmental, interior, energy, agriculture, and two public representatives all around one table that take all the decisions. I think that the politicians are writing the main road that we are working on, but all the decisions are on a professional basis, and it's I think maybe for the politicians it's a very good idea, because there are very hard decisions. Like 15 years ago, we had a very strict situation, and it's not allowed to irrigate the gardens and so on, and not enough water for irrigation. It's very hard decisions for politicians. It's the professional board is it's a good thing, I think. We are a one-stop shop for planning, developing, preserving, managing, regulating, and supply the water for all our users. And our water playground, except the consumers, we have the regulator. The main regulator is the Water Authority. The Ministry of Health is our it's very important, because the health ministry sets the standards of the water, also for irrigation, but also to drinking water. The suppliers, we have a national company called Mekorot, established 30 years before the independence of Israel. It's a very old one. She responsible for all the main infrastructure from the south to the north, and along the country. We have 56 municipal water companies and about 90 suppliers on regional councils, and about 1,000 local suppliers in the rural sector for the irrigation needs. If you look at the water balance equation in Israel, in the demand side of the equation, you can see, as I said, about 2.6 billion cubic meters a year. About half of this goes to agriculture. By 2050, we expect the demand to up to 3.7 billion cubic meters. But if you see the other side of the equation, the resources one, you can see that the total natural resources valuable for Israel every year, it's about 1.2 billion cubic meters. It's about half of our demand, and by 2050 it's going to be 1/3 of the demand. To bridge this growing gap is the main issue of the Water Authority deals with. So you can understand that it's very important to Israel to turn wastewater into reclaimed water. The previous lectures referred to this, transforming the obstacle into a resource
that in serious scarce in Israel, maintaining fresh water resources, because each cubic meter that we reclaimed, it's less one that we have to pump from the very sensitive aquifers, or one less of desalinated cubic meters, that it's very expensive and high energy investment. Also, maintaining the public health and the environment, I think it's quite obvious. It's an economic growth engine, and one thing that I think it's has to address is the ensuring sustainable supply of water. We produce effluent around the year. It's no matter we had enough rain or not. We're producing effluent, and if you know how to reclaim it, it's a very stable source to agriculture and industry and other uses. You can see that from the late 90s, we had a decline of natural potable water. We didn't have enough rain, and it was a very serious problem, as I said earlier. And you can see that the reclaimed effluent in the orange is in a steady. It's going up steady, and we are. It's growing nowadays. It's allowed us. It's allowed us to replace about 2/3 of the potable water that we used for agricultural irrigation, and now we are irrigated with reclaimed water. It's a main demand that we are replacing with reclaimed water. Our policy of reclaimed water based on a few principles. The first one, the maximal use of the wastewater, minimizing the disposal to the environment and to the streams. Most of our streams, ecological, has to be dry at the summer, and if we are flowing our effluent into the streams, it's ecological damaging them. Economic efficiency, different users receive different water qualities. I think it's also discussed there. And the fair funding. Fair funding, it's an issue. It's not easy to compensate, but at the sewage producers cover the treatment costs, and the reclaimed water users, it's the farmers that irrigate with the water, pays for the usage systems and maintenance. And the state funds significantly the infrastructure cost for sewage transport and treatment. Well, basically, a large amount of the infrastructure, of all the infrastructure of this sector, acknowledging the external benefits of water reuse. It's also has been discussed, and we are taking this into account. It's very hard to quantify. I don't show it's even it's a good try to do, but there is a very the external benefits are huge, and the state invests for this. Okay, the tariffs. The tariffs expresses the differential responsibility of the users of the water. You can see that at average, drinking water in Israel is it's something like $2.5 per cubic meters, no matter when and where.
if you're near the coast or in the mountains, that is the cost. About $1 from this tariff goes for sewage levy. And potable water for irrigation costs for the farmers to agriculturals about $0.6 per cubic meters. It covers the production of the water and the transport for the fields, but not for the infrastructure itself. If farmers use reclaimed water for unlimited irrigation, it's the high level of our reclaimed water. It's cost close about $0.45 per cubic meters. If the reclaimed water it's for limited irrigation, it's low treated water. It's something about $0.3 per cubic meters. So you can see that the irrigation with reclaimed water, it saves money for the farmers, for the agricultural, and that's the main core that because of that they choose to irrigate with reclaimed water. Some steps and conditions for using reclaimed water in large scale. Integrated management of water from the supply to the cities and the effluent treatment, and afterwards the supply system to the agricultural areas, set reservoirs, and etc. Regulation and support system towards building sewage collection and treatment infrastructure. I think that's I need to address that our partners from the health, Ministry of Health, set the standards, but it's not it's a standards that the water sector can get to them and to use the reclaimed water. There are voices, strong voices in Israel that our standards it's not high enough, and it's a very hard decision for a regulator to lower the regulation because of the society needs. But this is one of the things that the professional board can do, and it's much harder for the politician to do. Okay, we have regulation. Okay, maybe I'll proceed. The key issue in water resource at state level that we learn in Israel, the first one, it's to set the regulatory framework, a board that manage all this sector all together, all the ministries and the public. The financing model rates the participants between wastewater producers, reclaimed water users, and the state. As I said, for indirect huge gains from the water reuse. Super regional system, I think it's issue in here too. Allow efficient and flexible effluent storage and transportation needs. We can transport our effluent from the north to the south, and it has to be very flexible because the effluent is produced along the year, and the irrigation and also the tourism is a seasonal thing, and it's not a steady state along the year. We are trying to recover water for high-paying needs. Agriculture can't
subsidized all the treatment that needs with a very high standards, and the standard is getting high and high. So if you can get technology and investments to purify the effluent to very high standards, the cost that people will pay for them, it's much higher, and it's something to think about. Few things that I didn't mention, it's micropollutants and sludge application. It's not a little thing, but I think it's for the next time. Thank you. Alors, merci pour cette présentation, vraiment bravo. J'aurais des questions, mais avant de passer aux questions, je vais passer la parole à Monsieur Rouget. Je peux passer la présentation? Oui, bon. Je ne sais pas si on a trouvé votre présentation. Ah. Non? Je sais pas. Oui. C'est bon. C'est bon. Allez, c'est bon. Bon, mais d'abord, merci pour l'invitation à tous, Stéphanie spécialement, qui était assez patiente avec moi. Donc, je vais vous présenter l'Espagne. L'Espagne, c'est les voisins où on a des besoins énormes en eau, vous le savez. Et j'ai répondu tout simplement aux questions que m'a posées Stéphanie pour la motivation. Pourquoi en Espagne on veut réutiliser de l'eau? C'est par où qu'il faut. Ah, d'accord. Alors, un petit peu la situation, comme vous pouvez voir, tout ce qui est réuse en Espagne, c'est vraiment méditerranéen. Okay, on a quelques exemples dans l'Espagne humide, mais c'est vraiment une réutilisation sur la bordure de la Méditerranée. À peu près, on réutilise 400 hectomètres cubes par an, ce qui représente à peu près 10% du volume d'eau traitée, du volume d'eau résiduaire traité sur les stations d'épuration. À certains endroits, c'est un peu plus, effectivement, sur la bordure méditerranéenne, d'autres endroits, c'est moins. Majoritairement, comme on l'a dit tous, en agriculture, et d'autres usages urbains, industriels, terrains de golf, environnementaux, surtout, j'insiste, parce qu'on va le voir après sur l'eau potable. Okay. Et après, recharge aquifère, zone humide, etc. Plan hydrologique, période 23-27, prévoit un investissement de 1 000 millions d'euros sur à peu près pour 200 et quelques projets qui sont tous situés sur la zone méditerranéenne. Donc le besoin d'abord, il faut avoir un financement. Donc le premier financement, c'est celui-là. Le deuxième financement, c'est que les eaux résiduaires traitées et régénérées sont exemptes d'impôts sur l'eau. Donc ça, c'est une seconde façon de financer en quelque sorte et d'inciter les gens à réutiliser. D'accord ? Donc on a les investissements qui sont prévus par l'État et l'avoir fiscal en quelque sorte sur les droits de l'eau. Okay. Et puis après, pour que vraiment on soit, comment dirais-je, intéressé à réutiliser, il faut également une régulation. Alors depuis 2007, il y a une régulation en Espagne qui joint ce que disait Blanca ce matin, c'est-à-dire usage-qualité. Okay. En plus, on a certaines obligations. Les terrains de golf, il y a une obligation sur pratiquement toutes les régions d'Espagne de les irriguer avec de l'eau régénérée. Donc ça aide. Okay. Et tous les parcs thématiques, etc., pareil. Okay. Obligation d'utiliser de l'eau régénérée pour... Donc ça motive également. Et à plus, on a également la motivation européenne qui commence par la réglementation, où Valentina a participé sur toute la partie technique de la norme. C'est la 741 pour l'usage agricole, mais la 741, c'est juste un départ. Parce que l'Europe veut réglementer maintenant tout ce qui est application en nappe, okay. Puis après ce sera l'industriel, l'urbaine, etc. Donc tout ça, ça va venir petit à petit dans les prochaines années à se réguler. D'ailleurs, pour la citer, la 741 elle est applicable à partir du 26 juin cette année, donc il nous reste à peine quelques jours pour démarrer. Et après, l'autre besoin, je vais prendre l'exemple Barcelone, puisque bon, comme je viens de Barcelone, je pense que c'est assez intéressant pour tous. Cet usage vient la nécessité, elle vient du fait qu'il n'y a pas d'eau.
À Barcelone, sur la Catalogne, ça fait à peu près 2 ans qu'il ne pleut pas. Vous connaissez le problème de la sécheresse sur Perpignan actuellement. Vous pensez alors, l'eau de Catalogne vient de 2 bassins versants, celui du Ter et celui du Llobregat, qui prennent leur source dans les Pyrénées. Il n'y a pas d'eau. Tout simplement, sur une année normale, on a 44% plus 34% d'eau qui vient de superficielle. Puis après, on a 8% de dessalement et 14% d'eau souterraine. Sur Barcelone, le système surtout a été très utilisé, ce 14% d'eau souterraine. Je vais en parler parce que c'est depuis 150 ans, Barcelone traite en excès de l'eau potable en hiver, qu'elle balance ou qu'elle stocke dans l'aquifère là où il y a l'aéroport du Llobregat. Et cet excès d'eau qui a été stocké en été dans l'aquifère est pompé en été en période d'étiage quand il manque de l'eau sur la rivière du Llobregat. Donc on gère depuis 150 ans une nappe en échangeant hiver-été. C'est une nappe qui fait à peu près 100 hectomètres cubes, 100 millions de mètres cubes. Et la consommation de Barcelone, c'est 2 millions de mètres cubes à peu près par jour. Donc c'est le golfe du Cap d'Agde en un jour. Enfin un an, c'est la consommation de Barcelone en un jour. Et donc on a à peu près dans cet aquifère, on a à peu près 50 jours de temps de séjour, enfin de réserve en quelque sorte pour l'été. Et ce qu'on se retrouve actuellement, c'est sur un déficit hydrique. Actuellement, on a 85 hectomètres cubes par an. On prévoit pour 2027 95 et pour 2039 plus de 170, pratiquement 200 hectomètres cubes. Donc le besoin, il vient de ce que l'on voit là, c'est pression démographique. On en a parlé toute la matinée. Et je ne vais pas revenir dessus. Donc on est obligé de remplacer l'eau superficielle par quelque chose. Et bien aujourd'hui, l'eau superficielle, c'est la station d'épuration qui est sur le delta du Llobregat. Elle envoie tous les jours 200 000 m3 jour à l'entrée de la station de potabilisation. C'est pour remplacer effectivement ce besoin en eau. Donc la motivation, c'est la nécessité. Usage en Espagne, alors de l'urbain. Alors de l'urbain, on fait du lavage de rues, des zones portuaires, des parcs, des jardins, on fait ça, vous connaissez tous cette histoire-là. Mais l'urbain a quand même une limite, on en parle souvent, j'en parle souvent avec mes collègues de la Costa Brava, qui est le pionnier en Espagne sur la réutilisation. Ça fait 35 ans à peu près que toutes les stations de la Costa Brava, les 25 stations d'exploration, envoient de l'eau régénérée pour limiter la pression à cause du tourisme, sur les extractions d'eau, sur la demande qu'il y a sur la Costa Brava. Donc, on voit que l'usage urbain, de toute façon, il est limité à entre 15 et 25% de tout ce que l'on peut régénérer. Parce que pour nettoyer des bateaux, pour irriguer des parcs, des jardins et des terrains de sport ou des trucs comme ça, on est très, 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 très limité. L'agricole, alors moi j'ai toujours une question sur l'agricole, c'est le business model, c'est qui paye, parce que l'agriculteur n'est pas toujours volontiers, ne va pas payer de l'eau qu'il croit qu'elle est naturelle, elle tombe avec la pluie, il n'a pas besoin de la payer normalement. Donc l'agriculture, c'est souvent un business model difficile à trouver. L'industriel, c'est pas mal, c'est l'eau à la carte, c'est Madrid, c'est Tarragone sur la pétrochimie, Madrid sur pas mal d'industries. Alors l'industriel à la carte, c'est surtout comme en Californie, de l'eau que l'on vend sur des tarifs d'eau, comme les tarifs d'eau potable sur la mairie en quelque sorte. Mais ce sont des eaux que normalement on a passées par de l'osmose inverse, qui nous servent pour des circuits vapeurs, etc. Donc c'est de l'eau qui est pas qui a un prix au mètre cube qui est complètement différent du prix. Et donc ça, de plus en plus, on a du développement sur ce genre d'eau pour tout ce qui est centrale thermique, cycle combiné, pour eau de refroidissement, tous ces trucs-là. Ce sont des eaux vraiment à la carte. Puisqu'il faut les transporter, et qu'on va le voir plus tard, le transport est très très cher. Si on transporte de l'eau qui a une haute valeur ajoutée, et bien le transport ne prend plus trop de proportions par rapport au coût réel de ce que l'on transporte. Récréatif, mais comme je vous l'ai dit avant, c'est de l'obligation, pratiquement partout. Et environnemental, alors c'est sur des zones humides, sur des recharges de nappes, sur des débits écologiques de rivières. C'est un petit peu débit écologique de rivière entre guillemets, mais en fait c'est de l'indirect potable reuse en quelque sorte, ce que l'on fait. Et ça va se pratiquer de plus en plus. Le direct potable reuse est interdit en Espagne, sauf en cas d'exceptionnalité,
peut-être qu'on y viendra. Alors, sur Barcelone, pour vous donner un petit peu un exemple d'utilisation ou d'usage sur une des stations de Barcelone, 99% c'est de l'usage environnemental. Alors on a un problème déjà, c'est toute la partie du delta du Llobregat qui se salinise. Donc là, on produit de l'eau régénérée, osmosée, qu'on injecte à peu près 80 mètres de profondeur pour éviter l'intrusion d'eau saline et retenir et éviter que la nappe se salinise. Okay. Et pratiquement toute l'eau part soit en entrée actuellement de la station de potabilisation, entrée, pas vraiment à l'entrée, mais à 3-4 km au-dessus, hein, soit juste après le captage de la station d'épuration, de potabilisation de Barcelone pour maintenir un débit écologique dans la partie estuaire de la rivière. Okay. Après, on a beaucoup de recharge de nappes, on a de l'agriculture, mais beaucoup de recharge de nappes, et après tout un tas d'usages plus environnementaux pour des zones humides qui sont autour du delta. Voilà. Alors, technologie de traitement, moi je ne veux pas trop en parler parce que ça a déjà été dit avant, on a des technologies pour faire l'eau que l'on veut, donc ce qui est très important, c'est surtout les technologies. Moi, j'ai différencié en deux grandes catégories. La première, c'est si on n'a pas de sel, parce qu'en Espagne, il y a des endroits où on a, en zone côtière, surtout du sel dans l'eau. Okay, on a des eaux qui sont à haute conductivité et ça nous empêche quand même de la réutiliser derrière. Alors, on pourrait dire que jusqu'au sud de la Catalogne, on a des eaux qui normalement sont douces. À partir du sud de la Catalogne vers le reste et sur les îles Canaries et sur les îles Baléares, on a des réseaux qui se salinisent énormément. Usage d'eau de piscine, des well points, donc on a de l'eau qui est très difficile à gérer pour la reuse et on est obligé de la dessaler. Alors si on fait de la reuse rien qu'en désinfection, comme ce qu'expliquait Valentina tout à l'heure, ça va. C'est pas trop cher, on sait désinfecter de l'eau, on sait faire des traitements qui sont relativement pas chers, mais à partir du moment où on doit enlever du sel, c'est là qu'on est obligé d'utiliser des techniques membranaires qui commencent à coûter très cher. Relativement très cher. Tout ce qu'on utilise, ce sont des technologies d'eau potable qui fonctionnent à continu. Okay. Et surtout, alors là j'insiste, notre grand coût dans les projets de reuse, c'est pas le traitement. Alors il faut enlever notre casquette un petit peu d'ingénieur et de penser qu'au traitement de l'eau, ce qui nous coûte énormément, c'est les réseaux et le stockage. Sur Barcelone, par exemple, on a ce genre de choses. Je vais passer directement parce qu'on a vu déjà des diapositives là-dessus. Okay, et je vais vous passer quelques références de coûts. Alors, les références de coûts dépendent effectivement de la salinité, et de l'eau surtout, et de la quantité que l'on génère. Alors je vous laisse la transparence parce qu'elle vous sera distribuée. Vous pourrez l'examiner comme vous voulez, mais vous avez des CAPEX et des OPEX en fonction des tailles et du traitement. Alors j'ai gardé une ligne sur cette transparence pour que vous l'ayez, pour pouvoir comparer avec le dessalement d'eau de mer, parce que j'espère que vous n'y arriverez pas sur la Corse. Okay. Là, à Barcelone, on a quand même une station qui produit 120 000 m3 jour d'eau dessalée, qui est juste à côté du port. Cette eau dessalée coûte énormément cher. Par contre, on travaille également sur de la désalobration d'eau résiduaire. Et là, par contre, autant au niveau CAPEX qu'au niveau OPEX, on a d'énormes avantages. Désalobrer une eau résiduaire pour en faire une eau osmosée, je veux dire, une eau de très très bonne qualité, coûte à peu près 4 à 5 fois moins cher que dessaler de l'eau de mer. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé cette ligne, juste pour l'information et pour que vous ayez un coût relatif. Okay. Après, tous les projets, c'est tellement complexe que le coût, c'est difficile à évaluer, mais au moins que vous gardiez cet ordre de grandeur entre dessaler de l'eau de mer pour faire une eau de la même qualité et prendre de l'eau de sortie de station d'épuration pour faire de l'eau ultra pure avec un avec l'autre, c'est 4 fois moins cher en prenant de l'eau de la sortie de la station. CAPEX à 10 km. Le transport, 5 fois plus cher que le coût du traitement. CAPEX et OPEX. Hein. D'accord ? Donc, dès que vous commencez à mettre des tuyaux pour partir dans la campagne pour arroser des tomates, d'accord ? Ça coûte énormément cher.
Et ça coûte beaucoup plus cher que traiter l'eau. C'est pour ça qu'il faut complètement enlever la casquette du traiteur d'eau. Pourtant, je travaille chez Veolia, mais il faut qu'on voit le projet là-dessus. Moi, la grande partie des projets que j'ai pu faire en Espagne au cours de ma carrière, ils se sont tous cassés la figure à cause du transport et du stockage. Voilà. Donc, ce transport plus stockage égale 10 fois le coût du traitement. Voilà un petit peu le bilan d'histoire. Donc, si vous devez amener de l'eau à l'autre bout de l'île, soit vous le faites gravitairement et vous faites comme ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire de la reuse de facto. Okay, c'est ce qu'appellent les Américains reuse de facto. Ou si on commence à le mettre dans des tuyaux et on commence à faire des lacs qui tiennent là-dessus, ça coûte très très cher. Il faut faire très attention. Voilà. Après, bon, les OPEX des transports, tout ça, c'est à peu près équivalent à ce que coûte le traitement. Il faut pomper ces eaux, il faut les amener quelque part, sinon, voilà. Alors, les leçons apprises, et ça, c'est ma conclusion. Je pense que c'est bon dans le temps, non, Stéphanie? Donc, les leçons apprises, d'abord, c'est les projets locaux, ça, tout le monde l'a dit, mais c'est vrai. C'est-à-dire que s'il n'y a pas vraiment des locaux qui le poussent, ça ne se fait pas. Tous les projets que l'on a en Espagne, ce sont des projets locaux. Okay. Donc, transport et stockage, si vous ne les prenez pas en compte lors du projet, donc ça c'est mort. On démarre jamais. Alors, excusez-moi, il y a un petit peu il y a quelques mots en espagnol, je viens de le voir. Planification durable, plan directeur, schéma directeur. Pour faire de la reuse, il faut être très patient. Moi, j'ai aucun projet qui est démarré en 6 mois. Okay, donc, il faut être préparé. Il faut avoir un plan directeur bien fait qui prenne en compte ce qu'on va faire avec l'eau régénérée dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais il faut que vous l'ayez dans la tête dès le premier jour. Il y a des villes comme Alicante, etc., où dès qu'on ouvre une tranchée dans la rue, on met 2 tubes. On met un tube d'eau potable ou un tube d'assainissement, mais à côté, on met un tube avec une bande de lilas, au cas où, parce qu'on sait déjà où c'est qu'ils vont passer les tubes. Et on profite de cette tranchée pour... donc ça, plan directeur, il vous faut un plan directeur super, super carré depuis le départ. L'urgence, on ne peut pas la traiter. L'urgence dans la sécheresse, on ne peut jamais arriver à la traiter dans l'urgence. Aujourd'hui, par exemple, on est très très mal en Catalogne, on a pratiquement rien. On a 600 millions d'euros qui viennent débloquer par l'État catalan et on n'a pas d'entreprises qui sont capables de poser des tubes d'ici les 3 mois qui viennent pour 600 millions d'euros. Okay, on n'a même pas les tubes. D'accord? Donc, c'est plan directeur et voyez loin. Avec un juriste, parce que les droits sur l'eau, je suppose qu'en France, c'est pareil qu'en Espagne, dans tous les pays du monde, d'accord, avec un bon avocat à côté, et avec un bon économiste également à côté. Okay. Sanitation Safety Planning, ça c'est imposé maintenant partout, sur la 741 de la Communauté européenne, sur la OU, etc. Dans tous les pays du monde, ça, tout ce qui reuse, il faut qu'ils fassent très très attention aux risques, mais la gestion des risques, elle est déjà expliquée. Le tarif, alors le tarif c'est bien parce qu'on peut le mettre sur les tarifs locaux. Nous en Espagne, on a pas mal de villes qui ont un tarif pour l'eau potable et un tarif pour l'eau régénérée, donc qui sont à peu près du même ordre de grandeur que mon collègue israélien tout à l'heure qui les a montrés. Mais c'est le tarif d'eau potable de la ville qui également intègre un tarif d'eau régénérée. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet, comme ça bénéficie à tout le monde, ça permet de financer en quelque sorte tous ces projets-là. Et je vous souhaite beaucoup de patience. Voilà. Merci. Alors, on va retrouver notre intervenant du Maroc, Monsieur Karim Saoud. Bonjour, monsieur, merci. Donc, vous êtes... Vous m'entendez en salle? Je vous laisse la parole. Oui. Parfait, excellent. Je me présente, je m'appelle Karim Saoud, je suis Vice President en charge des aspects Water and Energy au sein de la Sustainability Corporate du groupe OCP. J'ai partagé quelques slides.
Donc, tout d'abord, bon, je tiens à remercier les organisateurs de nous avoir donné donc l'occasion de partager notre expérience en termes de réutilisation des eaux usées au niveau de notre industrie. Donc, si vous le permettez, je vais rapidement faire une présentation de OCP pour les gens qui ne le connaissent pas. L'OCP est l'un des principaux producteurs d'engrais phosphatés au monde, avec une présence mondiale sur les 5 continents, un chiffre d'affaires annuel donc de 11 milliards de dollars et à peu près 18 000 à 19 000 employés. Nous bénéficions d'une position exceptionnelle en termes de réserves. Donc, le Maroc possède les 3/4 des réserves mondiales compétitives et de qualité du phosphate. Donc, ce qui nous confère une véritable responsabilité d'opérer durablement et de manière très responsable pour garantir aux agriculteurs un accès équitable à cet élément nutritif. En termes d'histoire, nous avons célébré il y a 3 ans le 100e anniversaire du groupe. Donc, le groupe a commencé ses activités en 1920 en tant que société minière, pure minière. Et nous aimons nous représenter notre histoire comme une succession de courbes en S en termes de développement de notre modèle d'entreprise. Bon, la première courbe en S a été celle de l'exploitation minière, puis celle des engrais en tant que produit de base. Et aujourd'hui, nous sommes engagés dans la 3e courbe en S, transformer l'entreprise d'un pur acteur de produits en un fournisseur de solutions pour une agriculture durable. Donc, j'en ai déjà parlé de chiffres, juste peut-être pour ajouter que cette ambition s'appuie aussi sur un grand programme ou un important programme R&D Innovation dans un écosystème que nous avons créé. Donc, la plupart de ces écosystèmes, c'est des filiales ou des affiliés à l'OCP, notamment l'Université Mohamed VI, GESA comme Ingénierie, Innovix et Green Energy Park. Donc, nous avons rapidement aussi développé une stratégie de croissance durable, juste aussi pour situer le contexte, parce que l'eau, on le situe, nous, à ce niveau-là. Cette stratégie de croissance durable est fondée sur les principes de l'économie circulaire, basée sur 4 piliers essentiels. Bon, il nous a paru évident que c'était la meilleure réponse pour optimiser l'empreinte du cycle de vie de nos produits et de leur conception à la fin de vie. Donc, ces 4 piliers, c'est préserver la ressource de phosphate, produire durablement, consommer rationnellement, transformer et recycler. Avec, je ne vais pas tout les citer, mais les principaux objectifs que nous nous fixés en termes de durabilité, c'est la neutralité carbone 2040 pour les 3 scopes 1, 2 et 3. 100% de notre électricité sera d'origine propre à l'horizon 2027 et 100% d'eau de nos besoins sera issu des zones non conventionnelles à l'horizon 2024, c'est-à-dire dès l'année prochaine. Nous définissons nos eaux conventionnelles, c'est l'eau à partir des réhabilitations des stations d'épuration ou de l'eau de dessalement. Le contexte, je pense que vous en avez sûrement parlé. Le Maroc est situé dans une zone impactée par le changement climatique, avec beaucoup de périodes de sécheresse récurrentes. Et nous, on est convaincus que c'était un état de fait. En fait, c'est quelque chose qui est aujourd'hui qui est avéré. Ça va être la nouvelle réalité. Juste pour donner un chiffre, en 1960, on avait une dotation de 2560 mètres cubes par habitant par an. Aujourd'hui, en 2023, on est proche du 500 mètres cubes par habitant par an, ce qui est considéré comme le seuil de pénurie d'eau au Maroc. Là, juste encore d'autres chiffres, je vais passer rapidement. Donc, on avait une dotation à peu près de 21 milliards de mètres cubes. Aujourd'hui, bon, la moyenne sur les 5 dernières années, on est à peine à 7 milliards de mètres cubes par an en termes de dotation.
L'OCP, il opère principalement au niveau du bassin Omarbé. Donc, vous voyez ces petits cercles rouges, c'est là où il y a la mine. Les parties, ceux qui sont sur la côte, c'est là où nous produisons les fertilisants. Donc, ça, c'est le bassin Omarbé. Donc, à l'instar des autres bassins du Maroc, sinon plus, le bassin où nous opérons, bon, c'est une chance ou c'est une malchance. Toutes nos opérations presque sont situées dans ce bassin. Et donc, c'est un des bassins qui enregistre le plus grand déficit, un des plus grands déficits au niveau du Maroc. L'eau, on en a besoin sur toute notre chaîne de valeur, depuis l'extraction, puis on fait un enrichissement in situ, on transporte le phosphate par slurry pipeline, donc sous forme de boue. Et au niveau donc de nos industries, on va dire, de production des fertilisants, donc on a encore besoin de l'eau jusqu'à donc l'export final. Bon, la grosseur de la goutte ici, donc ça montre un peu là on a le plus, au moins besoin le plus d'eau. Notre stratégie eau, bien sûr, rapidement, donc il y a un programme d'optimisation déjà, donc il faut le mieux possible utiliser le peu de ressources que nous avons. Bien sûr, la mobilisation des ressources non conventionnelles, on en a parlé, donc on a un objectif d'atteindre 100% dès l'année prochaine, donc c'est-à-dire qu'on ne va plus faire appel aux ressources naturelles. Juste pour donner un chiffre, l'année dernière, on était à 30% de satisfaction à partir des zones non conventionnelles. Aujourd'hui, là où je vous parle, on est arrivé à 70% et nous envisageons d'atteindre le chiffre 100% dès l'année prochaine. Donc, ces deux piliers, programme optimisation et le programme en fait, de mobilisation de ressources non conventionnelles, ils s'appuient sur un large programme R&D et innovation. Je vais citer, ça c'est des exemples d'optimisation d'eau dans nos process. Là, voilà, donc c'est le programme, ce que nous avons réalisé jusqu'à maintenant et ce que nous sommes en train de réaliser. Ça vous donne à peu près les positions géographiques où nous opérons. Les boutons verts, c'est ce que nous avons déjà réalisé. La steppe de Khouribga, par exemple, c'est la première steppe que nous avons réalisée, station d'épuration épurée. Elle a été réalisée en 2010, donc ce qui fait que nous avons presque 12 ans, déjà 13 ans d'expérience et de retour d'expérience sur la réutilisation de ces eaux dans la laverie, dans une laverie de phosphate qui est à côté. Nous avons réalisé aussi deux autres steppes dans d'autres zones minières, donc dites Youssoufia et Ben Guerir. Et actuellement, il y a d'autres steppes qui sont en développement dans d'autres villes qui sont plus ou moins proches de nos opérations. Bon, je cite Stedla, Khouribga, Marrakech, que vous connaissez sûrement, et Safi. Il y a d'autres programmes dessalement, je ne vais pas en parler puisque ce n'est pas l'objet de notre programme d'aujourd'hui. Le programme 2021-2024 mobilise un budget presque de 4 milliards de dollars. Donc, nous l'avons fait en fast track parce que la situation enregistrée dernièrement nous a poussé à faire ça parce que sinon, bon, c'était, on va dire, l'arrêt de nos opérations. Traitement, bon, je pense que j'ai compris que vous en avez parlé, Ça, mais on en a c'est la beaucoup même. Voilà la qualité que nous exigeons à la sortie de nos steps en termes de bossins pour une réutilisation au niveau des eaux usées. Ça, c'est des photos de nos réalisations, c'est la steppe de Khouribga. Donc là, vous voyez là en petit encadré la qualité d'eau à l'entrée, à la sortie des filtres. Donc là, l'autre steppe de Ben Guerir, steppe de Youssoufia. Ça, c'est le dessalement. Il y a plus de 10 ans, en fait, nous, en tant qu'OCP, parce que notre métier, c'était surtout le phosphate, on ne connaissait rien, en fait, sur le traitement des eaux. Mais on a beaucoup appris ces 10 dernières années. Nous avons créé une filiale qui s'appelle GESA, qui fait le développement de nos projets industriels et des projets eau
en particulier. Donc aujourd'hui au Maroc, on est capable de faire la conception des projets dessalement, des projets stations d'épuration de A à Z, donc from scratch, from greenfield jusqu'à donc la livraison du projet, en se basant sur des outils et sur l'expertise que nous avons développée localement. Aussi pour vous dire que au-delà de nos besoins, c'est-à-dire industriels, nous avons aussi un programme pour alimenter les communautés qui sont à côté de nous en eau potable. Bon, il suffit pas juste, on s'est dit, il ne faut pas qu'on règle juste notre problème. En tant qu'entreprise citoyenne, on a pris aussi le pari de régler le problème des eaux potables des villes qui se situent à côté de nous. Je vais m'arrêter là. J'ai compris qu'il y a une contrainte de temps, mais je serai à votre disposition pour toute clarification que vous jugez nécessaire. Donc un très grand merci à nos 3 intervenants. Y a-t-il des questions? Oui, alors je me déplace. J'en ai une qui me paraît importante. J'ai regardé sur ce qui se faisait en Israël, le fameux tour de table. J'ai pas vu le ministère de la Santé. Et ça m'a surpris en Israël, pardon. J'ai pas vu le ministère de la Santé dans ce fameux tour de table, ministère de l'Environnement, ministère de l'Intérieur, etc. Et je pense que de tout ce qui va ressortir aujourd'hui, et notamment dans notre pays qui est la France, le problème aujourd'hui, c'est la puissance du ministère de la Santé au nom du principe de précaution qui est un véritable frein, et peut-être même à l'échelle européenne. Et alors, entre ne pas avoir la puissance que je les vois avoir dans notre pays et les voir absents du tour de table en Israël, je me dis comment est-ce possible? I'm sorry, the translate was only for the first thing that you asked about the health ministry. The health ministry is part of the board for the Water Authority board, and we have a very strong and very good interactive with them. They set all the standards, but they set the standards. Afterward, they realized what are the consequences of the standard. So if they set very high standard and there is no water for drinking water or for irrigation, so they reconsiderating their standard, and we are part of their committee of the standard set. Oui, bonjour et merci à nos 3 intervenants. Monsieur Katz, donc je voulais savoir quelle est la proportion, vous nous rappelez, vous l'avez dit sûrement, mais ça va passer un peu vite, quelle est la proportion d'eau réutilisée, de reuse en Israël? La proportion simplement, parce que j'ai vu qu'au Maroc, Monsieur Mourchid, on a vu que c'était vraiment très important, que vous réutilisez beaucoup réutiliser beaucoup l'eau. Donc, Monsieur Katz, s'il vous plaît, combien de pourcentage? I would like to have the proportion. Mr. Katz, you hear me? Okay, thank you for your intervention. And I wanted to know what is the proportion of reused water in Israel? Because in Morocco we see it's very, very high. I suppose it's very high also in Israel. What is the proportion, please? Okay, thank you. It's a very short lecture. We reclaimed about close to 90% of our effluent, especially for irrigation. Yes, 90%. Nicolas Condon from Ecophilae. Dr. Katz, we are working with Mekorot a lot. And my question would say, if you have reached the upper maximum level of water reuse ratio, so 90%, what are the next steps for you to manage the water scarcity, and how you will see the 3.0 water reuse system, I would say,
because you are far ahead. So what are the next steps? Thank you. I didn't mention the the main bridge of this gap between the demand and resources is the desalinate seawater. And we are desalinating nowadays about 600 million cubic meters annually, and it's we expand it in the few years ahead for about I think 1 billion cubic meters a year. So this is the main bridge, and the standards of the that the health ministry will set for and drinking and irrigation is going high. So we have to plan our utilities to stand in those standards. And I didn't mention that maybe it's relevant to Corsica. I'm not sure for reclaimed water, but maybe for surface water. You have, I mean, you have dams and reservoirs on your rivers. Maybe you can consider to try to infiltrate those water into groundwater. It's the best reservoir. That it's not no land demand. It's suit for very high water standards. It's maybe it can works for you. Nature is the best. Merci aux intervenants. J'ai une question pour Monsieur Rouget. Dans tous les usages qui ont été mentionnés concernant l'utilisation à Barcelone, le dernier, c'est la Direct Potable Reuse, qui est donc interdit pour l'instant. Et j'aurais voulu comprendre quelles étaient les motivations et pourquoi est-ce que l'on n'a pas encore envisagé de passer donc à l'utilisation en eau potable de la réutilisation des eaux usées, alors qu'on est en train d'y travailler en ce moment en France et on va le voir dans la prochaine table ronde sans dévoiler les contours sur le projet Jourdain. Donc, quelles étaient les motivations? Merci. Et puis, tout simplement, il n'y a plus d'eau dans la rivière. Les lacs sont en réserve aujourd'hui. On n'a plus que 100 hectomètres cubes sur Barcelone. La consommation pour 50 jours. Voilà, donc les lacs sont vidés. En plus, la réutilisation, c'est une question technique. Les eaux du Llobregat, qui est la rivière principale qui amène les eaux sur Barcelone, sont des eaux qui sont déjà passées par 60 systèmes d'épuration au cours des 120 km qui séparent le Llobregat de la source de l'arrivée sur Barcelone. Donc déjà, on a sur cette rivière 30% de l'eau à peu près en moyenne annuelle qui est déjà passée sur une station d'épuration. Okay. Deuxièmement, les lacs, quand ils sont pratiquement vides, on a des problèmes de développement d'algues. Okay. Donc, les systèmes de traitement, okay, qui sont habituellement, on ne prévoit pas spécialement ces blooms d'algues exceptionnelles parce que le lac, dans le fond du lac, il y a de la boue, d'accord, et il y a des algues, okay, concentrées. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en diluant l'eau de mauvaise qualité de la rivière avec de l'eau qui vient, qui a été traitée par la station d'épuration et régénérée, c'est un traitement un peu plus avancé que la normale, hein, ça nous permet on fait un blending actuellement de 30 à 50% avec de l'eau résiduaire retraitée plus l'eau de la rivière. Okay, ça nous permet de diluer les algues et de passer et de traiter. Okay. Voilà, c'est surtout pour ça. Le problème, c'est vraiment de la défense de l'approvisionnement en eau potable. Merci. On va remercier nos intervenants parce qu'on a une dernière table ronde pour cette matinée.